54 ministres, parmi lesquels un nombre pléthorique de femmes, je dirais un record pour notre pays, qui n'a jamais aligné autant de femmes dans le gouvernement, qui sera également dirigé par une femme du Congo central, son Excellence Madame Judith Souminoa Toulouka, qui a proposé des têtes nouvelles à la jeunesse ainsi que d'autres sociétés de la société civile au sein du gouvernement qui a été publié il y a 48 heures dans notre pays. Aussitôt publié, l'équipe gouvernementale ne fait pas l'unanimité comme toujours dans notre pays. Des frustrations commencent à se faire entendre. Pas plus tard que 24 heures, les caucus des députés de la province du Maniema se sont réunis pour pouvoir dénoncer ce qu'ils appellent la mise à l'écart de leur province. Il y a également certaines autorités morales, selon ce qui se raconte, qui n'auraient pas été d'accord avec les membres de leur parti qui ont été nommés sans leur consentement. Tout cela pose déjà des problèmes pour une équipe gouvernementale qui n'a pas encore été investie. On ne sait pas si l'investiture doit avoir lieu puisque une pétition serait déjà en cours pour boycotter cette investiture. Où est-ce que nous allons avec cette situation-là? Dans un pays où la population vit dans une misère incommensurable, les attentes sont énormes, dans un pays en guerre, mais les gens semblent être tournés à des intérêts personnels. Au-delà de ça, il y a également les sujets en rapport avec la surfacturation des forages, des lampadaires, maintenant que les ministres qui ont été impliqués dans ce que nous pouvons appeler détournement vont céder leur fauteuil. Qu'est-ce que cela va devenir dans notre pays? Nous allons essayer de cogiter avec notre invité qui n'est plus à présenter autour de ces sujets. Il s'agit bel et bien de M. Joseph Kodé-Kaébé qui a une double casquette sur ce plateau, le président du conseil d'administration de la Gizadel et le président ou le coordonnateur de la société civile patriotique du Congo, M. Joseph Kodé-Kaébé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Faustin. Très heureux de vous retrouver ce matin. Vous allez très bien, j'espère. Oui, je veux bien. Voilà, merci beaucoup. Et nom de Dieu, il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons vu la publication du gouvernement dans notre pays. C'est quoi votre lecture de façon générale, globale, quand vous avez vu cette équipe gouvernementale être publiée des 54 ministres? J'ai beaucoup aimé le fait que le président ait nommé beaucoup de femmes dans ce gouvernement. Après autant d'années de constats amers que les hommes aient échoué, il fallait quand même qu'on change de stratégie. Nous espérons que plus qu'il y a de femmes, plus on pense à un changement réel. Parce que les femmes ont leur façon de voir, leur façon de traiter les affaires. Et depuis là, on vit que les scandales commis par les hommes, on n'a pas encore connu de scandale de femmes. Et j'espère qu'avec la première dame et certains ministres qu'on a nommés, pas dans le ministère du genre, où je félicite Mme Kandolo, et le ministère de l'EPST, où je félicite Mme Araïs, parce qu'en fait, Araïs, connaissant les compétences de cette femme et le dévouement pour l'éducation de qualité, j'espère que le président a fait un bon choix pour l'EPST, et aussi il a fait aussi le bon choix pour le ministère du genre. Je pense que avec ça, on peut... Je comprends parce que la Gizadel travaille généralement en partenariat avec le ministère du genre et parfois aussi les PST. Vous avez un mot de façon globale en tant que PCA à lancer à ce nouveau leadership qui sont à la tête de... J'encourage Madame la Première ministre. Je crois qu'elle doit faire la différence par rapport à tout ce que nous avons connu avant. Et c'est une femme intelligente. Mais on doit voir cette intelligence dans la pratique. Et lorsqu'il pourra doter le pays des infrastructures routières, parce que c'est la clé du développement de ce Congo, ce sont les infrastructures routières, ce sont les infrastructures énergétiques. Et s'il va axer son combat dans cette optique, nous espérons qu'avec elle, en tant que dame, qui a déjà l'âge, nous espérons que la situation du Congo pourra changer. Parce que tous les sorts de l'avenir de la République, cette fois-ci, entre les mains du chef du gouvernement et de son gouvernement. Bon, vous dites que nous espérons que cette fois-ci l'avenir peut être encore radieux. 54 ministres. Vous ne voyez pas encore ces budgétivores, c'est pas trop. L'équipe sortante c'est 57, maintenant 54, il n'y a presque pas. Nous sommes dans un pays en chantier. Nous sommes dans un pays en chantier.
C'est l'éternel discours que les gens tiennent. Nous sommes dans un pays en chantier, un pays qui n'a pas d'infrastructure routière, un pays qui n'a pas d'énergie, un pays qui n'a pas d'école de qualité, un pays où tout a été détruit par Kabila, par 50 ans de gestion, 32 ans de Mobutu, 18 ans de Kabila. Pendant 50 ans, on a détruit ce pays ici. Donc ce pays ici n'a rien, le pays a été détruit. Tout est urgent. Tout est urgent parce que les gens ont l'impression, quand ils se promènent dans la ville de Kinshasa, ils croient que le pays vit. Le pays ne vit pas quand vous allez dans des provinces. C'est là que vous allez vous rendre compte que ce pays est en recul de plusieurs siècles. Donc le pays a été détruit pendant 50 ans. Donc s'il faut le détruire, le reconstruire, il faut une grande stratégie. La stratégie, il faut aussi beaucoup de moyens. L'État congolais ne peut pas dégager les moyens nécessaires pour booster le développement de ce pays, surtout quand il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas d'énergie. Ça pose des réels problèmes, mais je crois qu'avec les femmes qui sont aujourd'hui la direction du pouvoir exécutif, nous espérons qu'ils vont mettre les jalons. Parce que ce qui est vrai, c'est que le développement de ce pays-ci demande beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Et compte tenu du fait qu'ils n'auront pas beaucoup de temps, il n'y a qu'un mandat, j'espère qu'ils pourront mettre les jalons, vont permettre à ce que le lendemain, que l'on puisse continuer sur le bon lancé. Vous êtes allé un peu vite en besoin de ce côté Kaïbé pour aborder la deuxième partie de notre émission où je voudrais qu'on parle des attentes réellement de la population par rapport à la nouvelle équipe gouvernementale. Vous avez parlé d'un pays où tout est urgent. C'est quoi de façon un peu concrète ce qui peut être ou ce qui peuvent être actuellement les attentes de la population par rapport à cette équipe? Nous savons que nous sommes en guerre. Comment gérer maintenant, alterner d'une part la guerre, d'autre part le développement du pays? Comment vous comptez concilier les deux? Si le président ou le gouvernement va passer son temps à vouloir régler le problème de vente, à vouloir régler le problème des syndicalistes, à vouloir régler le problème accessoire, on a encore beaucoup de temps à perdre. Alors c'est quoi l'objectif? L'objectif doit avoir comme objectif doter le pays des infrastructures routières et énergétiques. Donc, tout l'argent doit être investi, orienté vers là. Mais nous sommes en guerre. Lorsque nous sommes en dehors de la guerre, s'il faut investir, il doit investir dans le domaine de l'infrastructure routière, parce que quand il y a des routes de cet type, les femmes qui sont en province vont produire, même ceux qui sont en ville peuvent initier des projets de développement dans des territoires. Ils vont faire que lorsqu'il y a une production en province, cette production peut arriver facilement dans la capitale, les gens font l'argent. Et aussi, les investisseurs ne peuvent pas venir dans un pays où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'énergie. Donc vous pouvez aller chercher les investisseurs, ils vont venir, ils vont constater qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'énergie, ils rentrent. Donc si nous pouvons, cette fois-ci, si le pouvoir peut axer son action sur le développement de routes et l'énergie, ça va faire que nous aurons un début de solutions aux problèmes sociaux. Parce que s'il n'y a pas de route, il n'y aura pas de produits agricoles dans le marché, la misère va continuer. S'il n'y a pas d'énergie pour attirer les investisseurs qui vont venir pour installer les usines ici, il y aura le chômage va continuer à subsister. Voilà pourquoi je dis que l'action, tout est urgent, mais le plus urgent, l'urgent des urgents, ce sont les routes, ce sont l'énergie. Ce sont les deux qui vont déboucher, qui vont donner l'opportunité à ce pays d'avoir des réponses aux multiples problèmes posés par la population. Oui, mais au-delà de ce que vous dites, dans un pays où tout est urgent, si vous voyez le gouvernement être concentré rien que sur les routes et qu'on sort, vous comprenez comment la population est en train de vivre. Vous n'avez pas peur que cela crée dans un certain temps une sorte de soulèvement, puisque supposer que le gouvernement soit concentré sur les routes, sur la desserte en énergie, ici on n'a pas de soins de santé, on n'a pas. Ça risque pas de créer un éventuel soulèvement. L'État a déjà réglé le problème de santé. Parce qu'il est en train de régler le problème de santé avec le programme de santé universelle. Il a réglé le problème de l'éducation, l'accès et le maintien des enfants à l'école, il a déjà réglé. Ce problème va continuer. Mais ce que je dis, c'est que pour l'instant, la priorité
devrait être les infrastructures routières et énergétiques, parce que ce sont les deux qui sont les clés du développement. Ce sont eux, lorsque vous avez les infrastructures routières et énergétiques, vous allez attirer les investisseurs qui viendront avec les usines au Congo pour pouvoir produire. Ils vont engager les gens, ils vont engager le main-d'œuvre et l'argent va circuler. Lorsque vous avez l'énergie, vous avez des routes, ça va permettre à ce que les femmes qui produisent loin de la ville puissent évacuer leurs produits en ville et ça leur permettre d'avoir des moyens nécessaires pour pouvoir se développer. Donc, ce sont les routes et l'énergie qui sont les choses les plus importantes dans une nation. Si nous avons souffert, si on a détruit ce pays pendant 50 ans et que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, avec Mobutu qui a fait 32 ans, Kabila qui a fait 18 ans, tous les deux ont travaillé pour l'achèvement du Congo. Vous pensez que c'est dans 3 ans, dans 2 ans que la misère va terminer. La misère et la souffrance ne vont pas terminer parce qu'on a amené aujourd'hui, ou soit parce que l'État a distribué $100, $200 aux gens. La misère va terminer lorsqu'il y aura une structure opérationnelle qui va permettre à ce que la production locale puisse aller dans le sens à pouvoir mettre fin aux souffrances de notre peuple. Le peuple, sinon, il va souffrir encore longtemps s'il n'y a pas un début de réponse aux problèmes concernant les infrastructures routières et énergétiques. Bon, nous avons eu, j'ai fait un peu un petit pas en arrière, 54 ministres, parmi lesquels 6 vice-premiers ministres. C'est une première dans l'histoire d'avoir 6 vice-premiers ministres. Je voulais qu'on puisse un peu parler des 2 ou 3 figures qui sont au niveau de la vice-primature. Quand vous prenez par exemple la vice-primature en chef de l'intérieur, Jacquemaine Chabani, est-ce que c'est un bon profil à votre niveau par rapport aux attentes de notre pays, de M. Jacquemaine Chabani, que vous connaissez très bien, comment vous le trouvez, et puis les plans de la scène directeur de cabinet, M. Guilin Nyembo, Jean-Pierre Bemba, qui est au transport, et une dame là que Félix a nommée au niveau des affaires étrangères. Qu'est-ce que vous en pensez de façon générale? Rien que cela. Le ministère de l'Intérieur a mission de sécuriser la population et de contribuer à la tranquillité de la ville. Et c'est un ministère qui gère la police, de frontières, on appelle des GEM, qui gère le service de sécurité, ANER, il gère la police que nous connaissons. Je pense que lui, le nouveau ministre de Chabani, c'était monsieur que j'ai connu à l'époque du temps de Papa Tshisekedi, comme secrétaire de l'UDPS, un jeune engagé, un jeune déterminé. Ce sont les jeunes qui ont la vision, il a la vision dans ce qu'il va faire. Je crois qu'il est différent des autres qu'on a nommés, qui sont passés par là. Moi, je crois en lui et j'espère qu'il va faire la différence. Parce que c'est le monsieur qui a géré l'UDPS, un grand parti pendant la période où il y avait des ébullitions. Et moi j'admirais son action, mais reprenant le ministère de l'Intérieur, on a besoin d'un visionnaire, j'espère que nous allons l'aider avec les mémorandums pour qu'il puisse répondre aux besoins de sécurité de notre population, répondre aux besoins de protection de la population de l'intérieur et de l'extérieur. Jean-Pierre Bemba qui quitte la défense vers les transports. Est-ce une façon de dire qu'il a failli à sa mission ou peut-être c'est juste des permutations pour donner la chance aux autres? Nous avons un grand problème. Bemba gérait le militaire, gérer les services sécurité, gérer les militaires. Éventuellement, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, c'est pas mon affaire parce que je ne connais pas pourquoi le président l'a déplacé. Mais au moins, je sais que le président, comme il a tellement confiance en Bemba, il comptait beaucoup sur le Bemba. Bemba n'a pas répondu à sa mission, mais au moins il peut être utile dans la mission qu'on lui a confiée, de s'occuper de transport. Peut-être ça peut marcher de ce côté-là.
comme on n'a pas d'avion, lui, c'est un homme d'affaires. Il a déjà travaillé dans l'aviation. Il peut être en mesure de doter le Congo des avions parce que le pays, en soi, traverse une crise énorme pour les déplacements. Les plus grands problèmes maintenant, qui est le dernier sujet de notre émission, c'est que nous connaissons, cela est devenu une coutume dans notre pays. Lorsqu'il y a des ministres qui sont soupçonnés de malversations financières dans un gouvernement donné, lorsqu'il y a des mises de prise, apparemment la justice tourne la page, puisque le gouvernement, Sama Lukonde, va passer avec tout ce qu'il y a comme soupçon, tout ce qu'il y a comme surfacturation. J'ai fait allusion notamment à l'affaire de forage, surfacturation sur l'histoire des lampadaires qui a cité nommément le ministre Nicolas Kazadi. Est-ce que vous voyez que la justice peut encore aller fouiner ou pourtant le gouvernement est passé, cette affaire-là est aussi passée? Comment vous... D'abord, je voudrais insister sur le dossier de Kazadi. J'ai fait une émission spécifique où je parlais de Kazadi. Où j'ai de Nicolas Kazadi, où j'ai démontré que Kazadi avait pour mission d'anéantir le pouvoir de Tshisekedi. Pour Kazadi, il est issu des institutions internationales. On parle de FMI, Banque mondiale, là où il a travaillé. Sa mission était de pouvoir affaiblir, anéantir l'action du président. Sauf que nous voyons les choses en retard. Les gens voient les choses en retard. Ce que Kazadi a fait, c'est très grave. En dehors de surfacturation, Kazadi préférait payer les gens qui lui retournaient les commissions. Et c'est vrai, ce qu'il a fait tout son temps-là, que payer les fonctionnaires, payer les militaires, que payer l'argent aux entreprises qui travaillent sur le terrain pour construire des routes. Il dit qu'il n'y a pas l'argent, mais tout l'argent qu'il recevait, c'était pour payer les dettes de l'État afin de se retrouver en termes de pourcentage. Donc, c'est tout ce qu'il a fait. Donc, si l'image du président a été abîmée sur le plan de la gestion, c'est Kazadi qui a détruit le président. Il a détruit. C'est dans ce pays ici, comme nous sommes dans un pays où les gens ne réfléchissent pas bien, en principe, le président pouvait avoir le problème avec la population, avec les politiciens, à cause de Kazadi. Kazadi a fait des choses terribles. Ah, c'est quoi maintenant? Alors maintenant, en dehors de ça, tu as vu comment il a surfacturé des choses. Il y a des routes qu'on a commencé, les travaux sont bloqués, il y a des écoles dont les travaux sont bloqués, parce que Kazadi disait qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand vous venez demander 30 millions, 40 millions de dettes de l'État, 100 millions, Kazadi était prêt à débloquer parce qu'il recevait en retour 30%, 40%. Donc c'est ça le grand drame. Maintenant, avec cette histoire de surfacturation, comme ça se situe déjà au niveau de la justice, il doit répondre. La justice a déjà les dossiers. Au niveau de la justice, on a demandé la levée des immunités au niveau de la justice. On va le juger. Kazadi va être jugé. Donc il ne faut pas penser qu'on va tourner la page. Il a eu la confiance du président. Le président lui a fait tellement confiance parce qu'il a prétendu qu'il venait des Nations Unies, des FMI, de la Banque mondiale. Ils ont impressionné les gens. Ils vont impressionner les gens par rapport à ce qu'ils ont fait. Quand on est intellectuel, quand on dit quelqu'un est intellectuel, il a un grand diplôme. Si ce monsieur arrive à ne pas faire ce qu'il doit faire pour sa nation, il n'a pas étudié. Les Kazaliens n'ont pas étudié, ce sont des farceurs. Non, mais il a quand même étudié. Non. Quand quelqu'un a un diplôme d'université, des grandes universités prétendent et posent les actes qu'ils posent là, ce sont les gens qui n'ont pas étudié. La personne qui a étudié doit être à mesure de pouvoir travailler pour l'intérêt de son pays. Parce qu'en fait, les études que l'on fait, ce n'est pas pour ça. On fait les études pour aider l'État, pour aider la République. Mais si on fait les études pour commencer à piller la République, à détruire la République, c'est qu'on n'a pas étudié. Donc ce sont les gens, on suppose, qui croient avoir étudié en réalité, ce sont des mafieux qui n'ont pas étudié. Parce que si pour montrer que vous avez étudié, vous devez être à mesure de répondre aux besoins de votre société, être utile pour votre République. Mais eux, ils sont spécialistes en mafia, spécialistes en détournement. Alors ils se disent, ils ont étudié où? Dans quelle école on les a formés pour qu'ils puissent faire ce qu'ils font là. Ils n'ont pas étudié. Au-delà de lui, il y a également le ministre des PST, dont on a vu les membres fêter son départ. On a vu des vidéos circuler qui montraient les agents de l'EPST en train de chanter en faveur du départ de Denis Moba. Et pourtant, il se laisse passer pour la clé
principal de la gratuité de l'enseignement. Il a engagé beaucoup de réformes. Comment vous jugez également sa façon de travailler, puisque la Nigérienne travaille également avec le ministère de l'EPST dans la lutte pour la promotion des droits des enfants. Vous savez, la grande difficulté que tous ces gens-là ont. Il faut signaler que c'était l'un des programmes phares du président de la République. Je crois que la première erreur que le président a faite, c'est d'avoir confié le ministère de l'EPST aux gens des Kabila. Tu vois, Oni Bakonga, l'homme des Kabila. Le président a le programme de rendre l'enseignement gratuit. L'enseignement gratuit, c'est l'accès et le métier des enfants à l'école. Les enfants vont à l'école, ils restent à l'école, ils terminent. Ce programme, c'est le programme clé du président. Il ne pouvait que le confier à un expert du parti qui a les connaissances en matière, qui doit l'aider à le mettre en œuvre. Le président a donné ce ministère à Bakonga, qui était de l'EPST et qui a commencé à combattre le système. Bakonga a commis des dégâts terribles. Si la Lizadelle s'est battue pour qu'on les chasse, pour qu'on l'arrête, c'est parce que Bakonga a fait des choses terribles. Il est déjà passé. Il est parti. Voilà. Maintenant, on confie le dossier à Tony Mwaba. Un cadre non. Le président a commis une deuxième erreur. Laquelle? Deuxième erreur, c'est confier le ministère de l'EPST à un avocat. Les avocats sont des chercheurs d'argent. On ne peut pas confier la gestion d'un ministère de l'éducation à un avocat. Ça n'a aucun sens. Donc lui, quand il entre, il n'a pas vu, il a vu le nombre d'élèves, il s'est dit qu'il faut faire les affaires. Il a fait ses affaires à travers le ministère. Ce qui a fait qu'il a détourné, il a fait ce qu'il a fait. Or, ces ministères, la gratuité, ce n'est pas une politique gouvernementale. La gratuité, c'est un droit. La gratuité, c'est un droit de l'enfant. Qui doit être appliqué par le gouvernement. Qui doit être appliqué. Ce n'est pas la politique. La politique de l'État devrait consister à reformer les systèmes pour que le système forme les gens, redéfinir les objectifs du système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, notre système traditionnel, le système que nous avons, qui est le système colonial, ne donne pas la possibilité à l'État de former les gens qui sont utiles pour la République. Il forme les gens à parler français, à écrire le français, et qui comme objectif de l'éducation. Le système devait changer l'objectif. On devait se réunir, définir les objectifs, et à partir des objectifs, on donne les enseignements par rapport aux objectifs définis par le gouvernement. Mais il s'est mis, passer tout le temps, oh, gratuité, comme si c'était un problème. Ça devait être automatique. La gratuité, c'est une obligation légale de l'État, de laisser les enfants aller à l'école. Le président Félix a appliqué ça. Il a appliqué, l'applaudissons, mais ça ne devait pas s'arrêter là-bas. Lui, en tant que ministre, devait redéfinir les objectifs de l'éducation, parce que toutes les personnes aujourd'hui qui sont formées, ils parlent français, ils écrivent des histoires, mais en réalité, ce sont des voleurs. Donc, ils ne savent pas que différencier l'intérêt public et les intérêts publics. Ils le mettent tout ensemble. Donc, ils privilégient leurs propres intérêts au détriment des intérêts de la République. Ça fait que c'est un problème réel du fait de la formation. C'est la formation congolaise, la formation ou l'école qui a déformé les gens. C'est l'école qui a détruit le Congo. Il faut revoir le système. Donc lui, il s'est mis et il a passé son temps à réfléchir comment avoir de l'argent. Et il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Aller à l'école pour la gratuité, c'était une obligation légale et ce n'était pas un problème. Aller à la gratuité, ce n'est pas un problème. L'État a augmenté le budget, on veut payer les enseignants, ce n'est pas un problème. Mais amener le système pendant 5 ans, amener le système à pouvoir répondre aux besoins de l'État congolais, aux exigences, aux besoins de la République, ça, ils ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi ils ont échoué, parce qu'ils ont travaillé sans savoir définir clairement l'objectif qu'ils veulent atteindre. Mais il faut aussi reconnaître que ce n'est pas un ministère facile à gérer. Je me pose la question avec Mme Raissa qui vient. Les problèmes auxquels Tony Mwaba fait face, les bancs, les syndicats, tout ça, tout ce qui se passe là-bas, cette dame là-bas, elle aura vraiment les nerfs solides pour faire face. Tu sais, j'ai oublié de dire que Tony Mwaba, c'est le piètre des ministres. Tu te rends compte que Tony Mwaba trouvait que l'EPST avait 21 000 écoles.
On est passé de 21 000 à 61 000 écoles. Il a grillé beaucoup d'écoles. Il a surchargé l'État congolais. Il a trouvé les choses que nous avons déplorées contre Bakonga. Là où Bakonga est arrivé, au lieu d'annuler tous les arrêtés de Bakonga, il a continué à appliquer ces arrêtés-là. Il a surchargé l'État congolais. Donc, il n'a pas fait quelque chose, il n'a rien fait. Par contre, il a rendu la situation beaucoup plus difficile. La femme là est en train d'hériter une situation grave laissée par le ministre économique. Face à tout cela. Non, mais ce sont les grands problèmes auxquels il va s'affronter. Mais néanmoins, s'il veut bien travailler, il doit remettre beaucoup de choses en question et aussi remettre beaucoup de choses en question en revenant, commençant par Bakonga, avant Bakonga, réfléchir comment annuler beaucoup d'arrêtés et pour décharger l'État, en fait dégager le besoin, dégager le moyen pour augmenter les salaires des enseignants. Tout cela va toujours nous mener à un débat, vu le temps, presque une année déjà consommée, la moitié d'une année. Ça ne va rester peut-être que 3 ans et demi. Les ambitions, qu'est-ce qu'il y en a, le temps n'est pas son année malheureusement. D'où il faut maintenant tomber dans un débat sur les changements de la Constitution que vous soutenez. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, vous continuez à soutenir ce débat, oui ou non, et pourquoi? Ça va être la dernière question que je vous pose. J'ai dit que si les Congolais travaillaient pour la République, tous les Congolais à l'unanimité allaient décider de changer la Constitution. Tu vois, ce qui me dérange dans notre pays, c'est que les gens que nous appelons les politiciens, les intellectuels, ils ont une réflexion à court terme. Ils réfléchissent en termes des intérêts, de ce qu'ils gagnent. Ils ne réfléchissent pas en termes de perspectives d'avenir pour nos enfants. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Mais je ne peux pas comprendre que les gens, à leur niveau, qui ont déjà 50 ans, 60 ans, ils espèrent qu'ils vont vivre combien d'années? Au lieu de se battre pour mettre en place des institutions, la constitution qui convient pour la gestion de cette République après nous, après nos enfants, ils repassent leur temps à réfléchir en termes, oh, si on voit la constitution, qui va rester, et tout ça. Ça, c'est quelle réflexion? C'est une réflexion de bas échelle, parce qu'on ne peut pas permettre, on ne peut pas passer son temps à réfléchir en termes de qui c'est qui dit. C'est qui va passer, c'est citoyen, après ses mandats, il va partir. Mais il va léguer à nos enfants quoi? Parce que voilà ce qui va se passer. Le Congo est appelé à être un pays multiracial. Le Congo est appelé à être un pays multiracial. Nous avons beaucoup d'Indiens, beaucoup de Chinois. Ils ne vont pas rentrer chez eux. Ils vont commencer à se reproduire ici. D'ici 30 ans, nous aurons peut-être 10 millions d'Indiens, 10 millions de Chinois, tout ça, et de Pakistanais. Ils vont être avec nous ici. Et le pays devient multiracial. Comment nous allons les gérer si la Constitution n'est pas révisée? Il faut réviser cette Constitution pour que nous soyons à mesure, nos enfants, après nous, soient en mesure de résister devant les envahisseurs. Ce sont les envahisseurs. Devant les envahisseurs. Il faut que la Constitution règle ces problèmes-là maintenant. Il faut que cette Constitution ici donne le pouvoir, remette le pouvoir à l'État de gérer les sols et les sous-sols, comme à l'époque. La Constitution a été conçue par les Belges, conçue par l'Occident, pour arracher la gestion des pays à l'État, pour gérer, arracher le pouvoir l'appartenance de la terre et du sous-sol. L'appartenance de la terre et du sous-sol à l'État. Mais il faut se battre pour que ces sous-sols reviennent, permettre à l'État d'être en mesure de gérer ces sols. Toutes les personnes qui parlent, qui sont contre la révision de la Constitution, ce sont des gens qui sont utilisés par les multinationales, qui ont déjà acheté des espaces. Ils se disent que si on revoit la Constitution, qu'on revient à la disposition, ils vont perdre leurs intérêts. Donc, ils utilisent les Congolais, ils donnent l'argent. Les Congolais passent à la télévision, ils parlent de Tshisekedi. C'est une façon de vous dire que nous sommes un peuple pétrole. Si notre classe politique est tentée de raisonner comme ça, à plus forte raison, les gens qui n'ont pas été à l'école, c'est comment nous réfléchissons. Même les gens qui nous entendent, ils nous trouvent comme des gens qui ont des problèmes. Parce que tout le monde réfléchit en termes d'intérêt personnel. Si tout le monde est concerné que par son ventre, il règle le problème de son ventre. Mais le Congo sera quoi dans tout ça? Le Congo est quoi dans tout ça? La vie de nos enfants sera quoi dans tout ça? Donc c'est ça le problème. En principe, nous devons nous organiser au niveau de la société civile pour demander à ce que cette constitution soit révisée rapidement. Et cela pour régler les problèmes fondamentaux qui concernent la République. Merci beaucoup. Vous allez vous organiser au niveau de la société civile. C'est
des initiatives qui sont louables. Ça va être également cela le dernier mot de votre émission. Merci toujours de votre disponibilité. Et à chaque fois que nous faisons le cours à vous, vous avez toujours été disponible pour informer la population, pour donner votre opinion et ce que pense la population. Merci à vous qui nous avez suivis et très prochainement pour le prochain numéro. Merci.